les Bollé, ça commence en 1873, au Mans. Donc Bollé, famille de fabricants de cloches de la région d'Orléans, ils posent leurs outils au Mans. Et Amédée va construire en 1873, 1814-75, la première voiture française à vapeur. Et il va falloir attendre en fait le mois d'août 75 pour qu'il ait l'autorisation d'aller à Paris par la route. À l'époque, c'était pas évident parce qu'il n'y avait jamais eu de voiture sur les routes. Donc ça a nécessité l'intervention du ministre des Transports. Et donc en août 75, il va mettre 18 heures à aller à Paris. Pourquoi 18 heures pour faire 200 km? Voiture vapeur dit trouver une mare tous les 20 km, prendre 200 litres d'eau et hop, ça repart. Et donc la rumeur va aller plus vite que la voiture. Il arrive à Paris, il y a déjà 3000 personnes qui l'attendent au pont de Boulogne, dont le préfet de police, et heureusement, car ils ont oublié de prévenir les agents en pèlerine dans Paris que l'engin qui arrive fait de la fumée et pas de crottin. Or, l'agent en pèlerine, il prend son manuel, c'est pas marqué. Donc ils vont aligner 75 contraventions à Bollé parce que la voiture fait de la fumée, pas de crottin. Que va déchirer bien sûr le préfet de police. Bollé, avec le préfet de police à bord, va faire toutes les grandes avenues de Paris, l'Étoile, les Champs-Élysées, en marche avant, en marche arrière, demi-tour. C'est une voiture qui tourne pratiquement sur place, l'obéissante à l'époque. Et donc, pendant 4 jours, Bollé, il a une aura internationale incroyable. On parle de lui aux États-Unis. On parle de lui à la cour de Russie, il revient au Mans, et là, il n'a pas du tout l'accueil qu'il imaginait de la part de sa famille. Ses 2 fils, Amédée et Léon, lui disent « Mais père, vous êtes dans l'erreur, la vapeur c'est dépassé, on extrait du pétrole, il faut faire des voitures à pétrole. » Et donc les 2 enfants Bollé vont se mettre à faire des voitures à pétrole à partir de 1895 à peu près, dont une que vous connaissez tous, la voiturette Bollé, le fameux tricycle, où le passager à l'avant, entre les 2 grandes roues, a un fauteuil très confortable, une vue panoramique à 180 degrés, mais en cas d'accident, est très exposé. Donc l'humour français va faire le reste. Qui mettons à la place du mort? La belle-mère qui va faire amortisseur parce qu'elle est plus rembourrée et moins élevée que les autres. Voilà. Et donc le tube belle-mère, on va en faire 3500 exemplaires, et on ne va pas tuer une seule belle-mère, je vous rassure, mais c'est quand même le début de l'aventure des Bollé, et les enfants Bollé, jusqu'à 1927, vont construire des voitures. Alors, comment les situer au niveau de la hiérarchie de la construction automobile? C'était des voitures de bon confort, déjà d'une classe un petit peu, je ne vais pas dire aisée, mais classe supérieure. Et d'ailleurs, les voitures Bollé, il en reste beaucoup en état de circulation dans bien des collections. Ce sont des voitures biblocs. Alors, Léon Bollé va faire une forme de radiateur particulière et Amédée va en faire une autre, ce qui permettra de distinguer les voitures des 2 frères. Léon Bollé va avoir un rôle social important au niveau du Mans, très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve l'avenue Bollé, elle a été avenue Léon Bollé, le SAD était le SAD Léon Bollé. Madame Bollé, la femme de Léon, a fait énormément pour valoriser son mari. Bien, bravo. La preuve, c'est que dans toutes les archives qu'on a, nous, au circuit des 24 heures, on a des albums de photos très considérables que Madame Bollé nous a offerts à l'époque où la CO a été conçue. Alors, la phase suivante, on peut dire qu'en fin du 19e siècle, au Mans, il y a une quarantaine de familles qui s'intéressent à l'automobile et qui commencent à s'intéresser à la course automobile. Car 1895-96, il y a déjà un Manceau sur un Tubelmer de compétition qui va gagner 2 courses conséquentes, c'est Paris-Dieppe et Paris-Héran. Paul Jamin, qui deviendra président des 24 heures et de la CO en 1942, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, Paul Jamin va faire parler de lui. Il y a un autre personnage aussi qui commence à faire parler de lui, c'est Georges Durand, l'homme de Fresnay, qui a déjà imaginé, il a pris en vol l'automobile, il travaille pour les ponts et chaussées, il vient travailler au Mans, il a acheté un tricycle de Dure-Bouton avec lequel il s'inscrit dans une course qui s'appelle Tours-Blois-Tours, dans lequel il y a énormément de tricycles, dont des Tubelmer, remportés d'ailleurs par Paul Jamin. Bollé, pardon, pas Bollé, mais Durand, lui, tombe en panne, il grille une soupape, et il est remorqué par un tombereau de fumée pendant 30 km. Il dit « J'en ai pris plus avec le nez qu'avec les yeux ». Je vais vous dire, si ça avait des 30 km derrière la corde, derrière un tombeau de fumier, on dit c'est un petit peu difficile à vivre. Et donc, Durand va très très rapidement
faire partie du cercle des initiés de l'automobile au Mans. En fait, il y a 3 cercles. Il y a un cercle qui appartient aux Singer. Les Singer, c'est cette grande famille qui commence à gérer les mutuelles du Mans. Une grande famille qui a eu une vie assez incroyable. Ils ont été en Asie, en Amérique centrale pendant un moment. Pour une raison qu'on ne connaît pas, ils se sont fait foutre à la porte de là-bas. Donc il y a eu quelque chose, on ne sait pas quoi. Moi, je n'ai jamais réussi à trouver. Il y avait un ancien journaliste du Vent Libre avec qui j'avais fait un bouquin il y a quelques années sur Wilbur Wright qui avait recherché ça et finalement il n'a pas trouvé. Et donc il y a également les Vernet qui commencent à être des gens importants. Hein, les Vernet, il y a les Baer qui ont aussi une compagnie de tramway. Et puis ces gens-là ont en fait créé 3 associations de propriétaires de voitures. Alors ça s'appelle auto-vélo cyclédique parce qu'on n'a pas beaucoup de voitures, il y a beaucoup de vélos, il y a quelques tricycles, et donc ça va déboucher assez rapidement sur l'Automobile Club. Alors pourquoi l'Automobile Club? Eh bien en 1903, la première grande course française, elle a lieu entre Paris et Madrid. Route ouverte. Route ouverte. 500 voitures au départ. 7 morts en arrivant à Bordeaux, dont un des frères Renault. Marcel Renault se tuait à Coué-Vérac, entre Limoges et Poitiers et Angoulême, quelque part par là. La course est arrêtée à Bordeaux par le préfet de police, qui dit c'est inacceptable, on ne peut pas imaginer continuer dans des circonstances comme ça. Quand on va arriver à Madrid, il y aura eu 30 morts, donc on arrête là les dégâts. Et la suite de l'histoire, c'est que le gouvernement français, qui a donc donné l'ordre d'arrêter la course, réagit relativement vite avec l'aide de l'Automobile Club de France, placé à Paris, sous les ordres du marquis de Dion-Bouton. Et ils demandent en 1905, ils envoient un appel d'offres à tous les départements de France. Quel sera le premier département à construire un circuit fermé pour y organiser le premier Grand Prix de l'histoire? Alors, il y a eu 2 Grands Prix qui ne s'appelaient pas les Grands Prix. Il y a eu 2 courses qui sont courues. 1904 dans les Ardennes, organisées par les Allemands, et 1905 autour de Clermont-Ferrand, organisées par Michelin. D'ailleurs, on l'a appelé le circuit Michelin. Et nos amis du Mans, Vernet et Durand, ils sont allés en 1904 dans les Ardennes, ils sont allés en 1905 au circuit d'Auvergne, et ils ont pris beaucoup de croquis, beaucoup de photos. Et puis, en 1905, quand la demande arrive de l'État, Vernet fait un dossier incroyable. Il a imaginé déjà contourner Vibray avec des routes en planche, il contourne Saint-Calais avec des routes en planche, pour éviter de traverser ces bourgs de la Sarthe qui sont extrêmement étroits, où on retrouve encore ces fameuses bornes en granit penchées qui évitaient au Moyen-Âge aux gens de se faire arracher les jambes par les tombereaux et les charrettes qui passaient. Et donc, pour éviter les centres-villes dangereux, il a prévu une rocade en bois, en madrier. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Et en fin de compte, la Sarthe est prévenue en décembre que le Grand Prix est attribué à la Sarthe à condition de construire le circuit. Mais on nous dit déjà, le Grand Prix aura lieu mai-juin 1906. Pas le temps de construire un circuit en 5 mois. Donc, ce qu'on va faire, on va privatiser l'espace d'un week-end, l'espace public. Et c'est ce qu'on fait encore pour les 24 heures. Hein, nous dire c'est l'espace public. La petite route Mulsanne-Arnage, c'est l'espace public. Donc, on fait exactement la même chose. Et ça va donner lieu à un Grand Prix assez extraordinaire. Beaucoup de dépenses, hein, quand même. Alors, on a un tableau dans le musée où on voit Georges Durand sur le toit de sa voiture à Montmirail le dimanche midi à la sortie de la messe. Il est en train de dire aux paysans qui sont un petit peu comme aujourd'hui devant, hein, avec leur blouse bleue, là, leur blouse bleue de vacher, et il est en train de leur dire, mes amis, dans 6 mois, vous verrez passer au bout du champ, au bout de votre champ, des voitures qui vont faire un bruit incroyable, une poussière du diable, mais dites-vous bien que dans 10 ans, ces engins seront devenus capables de remplacer les chevaux pour les travaux lourds de la ferme. Il a déjà imaginé les machines agricoles et il a raison. À partir de 1917, les premiers chars Renault de la Première Guerre mondiale vont être transformés en tracteurs agricoles. On enlève la tourelle, le canon, il y a des chenilles, ça va dans la Beauce, ça met des charrues et on fait des hectares et des hectares et des hectares. Et on a déjà imaginé les machines agricoles. Il y a d'ailleurs plusieurs écoles d'agriculture qui s'installent à l'époque dans la région de la Beauce et de la Brie, qui sont les greniers de la France déjà à l'époque. Et donc, 1906, le Grand Prix, c'est un vrai déclic. Hein. C'est un triangle. Il va y avoir quelque chose d'ailleurs
par notre collègue le maire de Saint-Marc. Ouais. Moi, je lui avais soufflé l'idée il y a 3-4 ans, il avait bien compris, donc il monte un beau truc. Je lui ai confié aussi la femme de Fabrice Borigo qui a une agence de communication. Et donc le Grand Prix est vraiment un succès, sauf pour la CO, hein, qui a été créée le 24 janvier 1906 pour organiser le Grand Prix. Et quand Durand parle aux paysans, il est aussi en train de leur soutirer 100 000 francs or qui sont nécessaires pour payer l'Automobile Mutuelle de France. La caution est énorme, hein. 100 000 francs or de l'époque, c'est une somme colossale que la CO va perdre. Et on va la perdre bêtement. Parce qu'on s'est dit, on a un circuit de 100 km, on fait une belle tribune tous les 20 km, où on pourra boire de la limonade glacée, il fait 36 degrés le jour du Grand Prix, hein. Mais personne ne va aller payer pour aller dans une tribune, ça passe au bout du champ gratuitement. Donc on perd. Alors on prétend qu'il y a eu aux alentours de 26-27 000 personnes dans les tribunes. Mais il y en avait 200 000. Dans tout le reste, ils n'ont pas payé. Et donc la CO perd les 100 000 francs or qu'ils avaient empruntés, entre guillemets, aux paysans sartois. On va mettre 5 ans à s'en remettre quand même, hein. Il va falloir attendre 1911 pour recommencer des grands prix sur un circuit beaucoup plus court. Auparavant, 1908, pour ne pas rester les bras croisés, Durand, qui est un familier de Bollé, entend parler de la venue de Wilbur Wright, l'Américain, qui est très contesté aux États-Unis. Personne ne croit à ses réalisations. Le premier vol de Wright, c'est 1903. Et personne ne le croit. Là, on a un expert en aviation, donc je vais faire attention à ne pas dire de bêtises, sinon il va me reprendre rapidement. Et donc, les Américains doutent, mais les Parisiens aussi. Et c'est ce qui donne envie à Durand et à la CO d'aider Bollé à bien recevoir Vieille Burette, puisque hein, en sartois, Wilbur Wright, ça donne Vieille Burette. Donc Vieille Burette, Vieille Burette, il va faire sur le terrain de course de chevaux que la famille, pas d'Allière, notre propriétaire du Lude, c'est de Nicolaï, la famille de Nicolaï, mais je crois que c'était les de Nicolaï de Montfort qui possédaient le terrain de course de chevaux. Il l'offre spontanément à Wright pour faire ses essais. Wright s'installe là-bas, il va rester quand même quelques semaines. D'abord, il installe son avion dans l'usine Bollé, avenue Bollé, là où est la sécurité sociale à l'heure actuelle. Bollé avait fait une très belle usine. Honnêtement, en 1910, l'intérieur de l'usine Bollé fait déjà penser à ce que fera Ford quelques années avant pour construire la Ford T en série. Et donc, Wright va préparer son avion là-bas, on le transfère au Hunaudière. Au Hunaudière, on construit un genre d'atelier en bois. Alors cet atelier en bois, à la fin de l'aventure Wright, il va devenir l'église de la Sainte Famille au Ronceret. La première église des Roncerets, c'était l'ancien atelier. On ne perdait rien à l'époque, hein, fallait sauver le bois. Et donc, par contre, je sais que la municipalité de Coulennes a construit son atelier municipal à la forme et la dimension exacte de l'atelier des Bollés, dans la petite rue qui va vers Sargé, hein, quelque part par là. Toujours est-il que Wright, qui est soupçonneux comme tout, va mettre son lit sur les poutres de l'atelier, il va prendre un chien qu'il a surnommé Flyer, comme son avion d'ailleurs, hein. Et donc Wright va coucher très souvent, parce qu'il a tellement peur que des gens s'introduisent dans le local pour prendre ses plans d'avion, qu'il est un peu parano. Et donc le 8 août 1908, 888, c'est facile de s'en souvenir, il va faire ses premiers vols d'avion. Je vais arriver aux 24 heures, hein, rassurez-vous, hein, je sais où je vais, mais il faut remonter 50 ans, parce que tout ça, ça participe de la passion qu'ont eu les Sartois, les Bollés, tout ça, pour que ça naisse. C'est curieux, parce que les Bollés n'apparaissent pas dans la création des 24 heures, mais ils sont derrière tout ça. C'est eux qui ont, avec leurs moyens, permis de tout mettre bout à bout. Et donc, Wright va faire quelques semaines au Hunaudière, et puis après, il trouve que l'aéroport, non, le champ de course est trop petit, il s'en va donc chez les militaires d'Auvour. Là-bas, il a encore plus de place, c'est le 31 décembre, il va battre tous les records du monde, il va passer 2h54 en vol, il fait moins 5 degrés, il y a de la neige partout, il s'est mis un gros plaid autour des jambes, tellement il est gelé. Et il va partir parce qu'il dit qu'il fait trop froid au Mans. Et il va aller à Pau où il va monter une école de pilotage et il va commencer à vendre ses brevets d'avion. Toujours est-il qu'en 1911, l'ACO relance les Grands Prix et on va à nouveau commencer à gagner un peu d'argent. Donc circuit beaucoup plus court. Hunaudière, enfin on part de la Lune de Pontlieu, Hunaudière, Mulsanne, Écomois, Saint-Marc-d'Outillet.
C'est un Mardoutillé dont le cantonnier sera le premier mort. Au Grand Prix de 1911, le cantonnier, le père Marchand, la voiture passe, il se met au milieu de la route pour la voir partir, comme ça. La deuxième arrive, c'est la bonne. Premier mort de la course automobile, c'est le père Marchand. Enfin, bref. Et toujours est-il qu'on arrive après le Grand Lucé, Parigny-l'Évêque, la Parigny-l'Évêque, la Lune de Pontlieu, et on fait 52 km. C'est déjà beaucoup plus facile de gardiner ça. Donc 1911, ça se passe mieux, on ramasse un peu d'argent. 1912, je crois qu'on change de sens. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'essaierai de trouver un jour pour ça. Il y avait aussi un troisième circuit. Comme 1912, on commence les courses de moto. Sur un circuit qui s'appelle le circuit des Épinettes. Lune de Pontlieu, rue Audin, virage à Mulsanne, une Audière. Triangle quasi isocèle. Non, pas isocèle. Équilatéral. Non, isocèle. Équilatéral voudrait dire que les trois sont de la même dimension. Pardon? Les trois côtés sont identiques. Oui, donc c'est isocèle. On est d'accord. Mon père était prof de maths, s'il m'entend de là-haut, le père. Enfin, je l'aurais été le que. Ça va plutôt bien. 1912, 1913, 1914, malheureusement, les voitures sont déjà arrivées au Mans pour faire le Grand Prix. La guerre éclate. Donc il n'y aura pas le Grand Prix. Et la CO va mettre tous ses moyens à secourir les prisonniers, les familles de prisonniers. Ça nous vaudra la médaille de la reconnaissance de l'État. Et puis en 1919, eh bien, on repart. Et on reconstruit un circuit de 17 km 200. C'est le circuit des 24 heures d'aujourd'hui. Hormis qu'il va par la route de Laigné jusqu'à l'embranchement route de Laigné, route Georges Durand. Elle n'est pas arrivée Georges Durand à l'époque, hein, c'est beaucoup plus tard. Mais, et donc ça fait 17 km 200 sur lequel on va organiser les premières 24 heures. Alors les premières 24 heures, auparavant, on va organiser en 1920, 21, 22. 21, il y aura un Grand Prix gagné par les Américains. C'est Murphy sur Duesenberg qui gagne le Grand Prix. Et déjà, donc, on a pu se rendre compte que la route était appropriée, etc. On fait aussi les courses de voiturettes, on fait les cycles-cars. En 1922, dans la course de cycle-car, il y a un personnage incroyable. Elle s'appelle Violette Morris. C'est la fille d'un militaire anglais, dignitaire anglais. Elle est tellement costaud qu'elle va se faire couper la poitrine pour pouvoir tourner le volant. Il faut avoir de la volonté quand même. Hein. Elle avait décidé malheureusement, elle voulait faire les 24 heures, et puis ça ne se passe pas très bien. Mais elle a du tempérament. Hein. C'est une Britannique. Elle devient capitaine de l'équipe de France de foot. Quand même. Malheureusement, elle va assez mal tourner au moment de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle va finir avec le surnom de hyène de la Gestapo. Un peu Matahari, beaucoup Matahari sur les bords. Il n'y a pas une bande dessinée sur elle? Pardon? Il n'y a pas une bande dessinée justement sur elle? Ah, peut-être. Il me semble bien. Ah! En deux tomes. En deux tomes? En deux... Bah, vu le volume qu'elle faisait, c'est pas étonnant. Bref, elles étaient trois personnes qui auraient dû courir les 24, trois femmes. La deuxième, c'est Hélène Nice, hein, qui était en fait une danseuse nue du Lido, qui avec ses premiers cachets s'est acheté une Bugatti, court des Grands Prix, remarquablement bien, réussit à séduire Jean Bugatti, qui lui prête une voiture officielle de l'usine Bugatti pour faire des Grands Prix. Elle court les Grands Prix Bugatti au Mans sur le circuit. À l'époque, M. Bugatti avait tellement vendu de bagnoles qu'il louait le circuit du Mans pour faire des courses entre ses clients, ce que font maintenant d'autres marques d'ailleurs, hein, et pourquoi pas. Et donc, elle est nice. Elle s'appelait Marie-Hélène Delangle, elle était née dans le 28, et elle va avoir beaucoup de succès. Il se dit qu'en 1932, elle aurait dû être sur l'Alfa Romeo de deux banquiers, Léon Dernier et puis Louis Dreyfus, qui a couru Le Mans souvent sous les initiales LD, tout simplement, pour que sa famille ne le sache pas. Et à mon avis, elle était la maîtresse de l'un des deux. C'est comme ça qu'elle avait sa place au départ des 24 heures. Et au moment de prendre le relais aux 24 heures, l'Alfa Romeo avait été cassé. C'était en 1932. Et donc, elle va après courir les Grands Prix Bugatti, on en a parlé. Elle va avoir les moyens, je suppose qu'un de ses copains de l'époque lui paye une Maserati pour faire le Grand Prix de Buenos Aires, où elle est grièvement blessée. Et on va la retrouver après sur la Côte d'Azur.
et elle a refusé les avances de Louis Chiron. Louis Chiron, c'était un champion monégasque très connu, qui a fini à New York patron d'un très grand restaurant très réputé. Et donc, de dépit, Chiron va raconter partout dans le milieu de l'automobile que c'est une Mata-Hari. Et elle va finir dans une misère noire, dans une pension de famille qui appartient à l'époque aux gens du spectacle, qui s'appelle la Roue Tourne, et elle finit dans une misère noire, là. Et on va retrouver sa tombe il y a quelques 10 ans, dans le 78, et depuis, il y a une petite équipe de gens qui se sont passionnés pour elle. Alors vous qui connaissez beaucoup de choses, semble-t-il, il y a un très beau livre, ah c'est sympa, il y a un très beau livre qui a été fait par une américaine qui s'appelle Seymour, qui est une professeure de faculté aux États-Unis, qui est tombée en admiration devant Helen Nice et qui a fait un bouquin remarquable. J'aimerais bien le lire un jour, mais il est en anglais, mais ça ne me gêne pas. Mais, et il y a 2 autres professeurs d'université américaine qui ont consacré une thèse à Helen Nice. Et la troisième, mais après j'arrête parce que les jolies femmes, il y en a eu beaucoup, 24 heures, et donc je suis bien placé pour le savoir. J'en ai vu passer pendant 53 ans devant mon bureau. Donc, la troisième, c'est Simone Desbordes des Forêts. Simone Desbordes des Forêts, elle est la coéquipière de Marguerite Mareuse et surtout d'Odette Sicot. Odette Sicot, c'est la première femme à courir les 24 heures en 1930 sur une petite Bugatti. Elle va finir 7e. Et donc, Simone, elle est la coéquipière au rallye de Monte-Carlo. Donc, il est prévu qu'elle fasse les 24 heures en 1930. Et malheureusement, pour une raison que je ne connais pas, elle est remplacée au dernier moment par Marguerite Mareuse. Alors, Simone, elle va être dans les années 35 avec Helen Nice, au volant d'une Matford, et à Montlhéry, elles vont, avec 10 autres femmes, battre 35 records du monde. 35 records du monde. Avec une équipe de 10 femmes pendant 10 jours. Elles vont rouler jour et nuit, elles vont battre le record des 300 000 km. Bref, et Simone, eh bien, vous la connaissez tous, parce que c'est elle à qui on doit en voiture Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Eh bien, ça vient de Simone. Allez, on est rendu au 1922. Durand va au Salon de Paris, il rencontre Farou, mais ils se connaissent, car en 1906 au Grand Prix, Farou au Mans, il était le chargé de la presse. Donc les 2 hommes se connaissent, ils se respectent. Mais entre-temps, Farou a créé le journal La Vie Automobile, et donc il est sur son stand au Salon de l'Auto. Farou fait son boulot de promouvoir son journal, et Durand, il est venu avec comment on appelle ça, le trésorier de la CO, qui veut changer ses roues. Et donc ils vont chez Rudge et Wisworth, qui est une boîte qui fabrique des roues. Et les moyeux Rudge, on retrouve ça encore sur les voitures de sport aujourd'hui, une Triumph, des moyeux Rudge. Et donc ils se retrouvent avec Farou et le patron de Rudge et Wisworth, qui est un Français, qui va spontanément adhérer à ce petit groupe qui commence à discuter. Farou dit à Durand, les lecteurs de mon journal voudraient qu'on organise une confrontation entre toutes les voitures fabriquées en Europe pour savoir quelle est la meilleure voiture à acheter. Durand dit, nous on a un circuit au Mans, on a les autorisations. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une course? 8 heures? 8 heures, c'est pas beaucoup quand même, hein, pour juger de la qualité d'une voiture. 12 heures, oui, mais on part de nuit ou on arrive de nuit? Il faut choisir. 24 heures. Et on est parti sur 24 heures. Donc l'idée de base, et qui existe toujours, même si les voitures d'aujourd'hui... Et donc, Farou dit, bah, après tout, oui, 24 heures, ça nous va bien, parce que l'idée, c'est encore une fois d'être un banc d'essai, d'être un laboratoire. Et l'idée du circuit à 17 km 200, ça nous va bien, c'est un circuit routier. 24 heures, ça représentera 24 heures de la vie d'un Français moyen, qui veut acheter la voiture qui lui convient. Et pour ça, il veut qu'on lui démontre qu'elle soit de bonne qualité. Parce qu'à l'époque, on n'achète pas forcément une voiture toute faite. Hein. On va chez Bollé, on achète un châssis avec un moteur, puis après on va chez Gaudichet Turquet, là-bas, en route de Sablé, là où est maintenant le supermarché Super U. Ouais. Gaudichet Turquet, qui était le grand carrossier local et qui carrossait surtout les Bollés. Et donc, eh bien, on part là-dessus. Et donc, les premières 24 heures vont être en 23, le banc d'essai, le laboratoire, et c'est resté depuis. Alors, 24 heures, la première année, on a la chance, c'est gagné par les Français quand même. Hein. Chenard et Walker, on a une voiture assez ressemblante dans le musée d'automobile. C'est pas la vraie gagnante, mais c'est déjà une voiture. On sent qu'ils ont commencé à réfléchir comment améliorer la voiture. Parce que la volonté de la CO, c'était justement d'avoir ouvert la porte dans le règlement à la possibilité d'améliorer la voiture pour qu'elle soit de mieux en mieux pour le client futur. Et déjà, celle-là qui a couru,
vous ne pouvez pas dire que c'était une petite voiture, c'est un moteur de 3 litres, donc une 15 chevaux grosso modo, avec un moteur qui fait quand même 1 mètre de haut. Hein, et ils avaient commencé à remplacer la tôle de l'auvent de pare-brise par de la toile enduite, de la toile cirée, qui permettait de gagner du poids. Donc ils avaient déjà, ils gambergeaient déjà. La deuxième année, on s'est fait souffler la victoire par Bentley, parce que Bentley, qui était déjà en 23 et qui a battu le record du Tour en 23, Bentley va être fabriqué par ce bougre de playboy de la banlieue ouest de Londres, là, Owen Bentley, qui s'est distingué pendant la Première Guerre mondiale en fabriquant de très belles culasses pour les moteurs d'avion, ce qui lui vaut d'être reconnu dans son pays comme un technicien, un ingénieur de haut rang. Alors Bentley va faire des voitures solides, tellement solides qu'en 1927, il y a un accident terrible dans le virage de Maison-Blanche. Les 3 voitures d'usine, alors là, j'ai du mal à comprendre comment un directeur de course, enfin un directeur d'écurie de course laisse les 3 voitures